Yorana, merci de nous rejoindre sur TNTV pour votre journal. Tout de suite, les titres. Poereva prend son envol. Le nouvel appareil de la flotte d'Air Moana a accueilli ses premiers passagers aujourd'hui. Nous étions à bord pour ce vol inaugural. Les perspectives de ce nouveau renfort dans le ciel polynésien dans un instant. L'unité des Hakaiki mise à mal pour la présidence de la CODIM aux Marquises. Entre la candidate du Sud, Joël Frébeau, et le président sortant, Benoît Cauteille, la bataille pourrait être lancée. Un scrutin sous tension où chaque voix comptera. On vous explique les enjeux. BTP, un secteur à haut risque. Après un accident mortel à Papeete, les conditions de travail sont au cœur des débats. Avec 8 contrôleurs au Fénois, les moyens sont-ils à la hauteur des enjeux? État des lieux dans le dossier de ce soir. Et comme tous les dimanches, l'équipe des sports menée par Oriano Tefog vous attend. Lutte, natation, athlétisme, rugby ou encore VAA. Tour d'horizon complet de vos performances dans votre grand JT Sport. Poereva, la perle du voyage, a pris son envol. Arrivé hier après 53 heures de convoyage dû au conflit au Moyen-Orient, le 4e appareil d'Air Moana a effectué ses premières rotations vers Moorea et Bora Bora. Une mise en service marquée par un geste commercial. Les billets du vol retour vers Tahiti ont été offerts aux passagers. Mataihor Ei était à bord, un sujet préparé par Laure Philibert. Yaorana. Tout juste arrivé sur le tarmac de Faa'a, il embarque déjà ses premiers passagers. Le 4e ATR 72 d'Air Moana a pris la direction de l'île Sœur puis d'Eraromatei avec à son bord 38 passagers pour un voyage express. Vous venez de prendre place à bord de Poereva, notre tout nouvel avion. Poereva qui signifie la perle du voyage et qui est arrivé hier matin à Tahiti. Après une première escale de 10 minutes, Poereva s'envole vers la perle du Pacifique où les attend un accueil en musique. Entre le moment où un avion est commandé et le moment où il arrive, il se passe du temps. Et ensuite, le temps de venir a été rallongé par le conflit, par le fait qu'on a dû changer complètement d'itinéraire. Il y a eu le cyclone Aguam, donc beaucoup de difficultés. Et pour ça, je remercie vraiment l'équipe Air Moana, l'équipage. Ils ont été vraiment très performants. Ils ont fait au mieux et au plus vite pour amener l'avion et on est très très contents aujourd'hui. Pour célébrer l'arrivée de son 4e appareil, la compagnie a offert les billets d'avion sur le tronçon Bora Bora Tahiti. Les 36 passagers du vol retour se sont simplement acquittés des taxes. C'est la première fois qu'on fait ça, d'offrir un billet d'avion. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas le faire. Hein. Voilà, on aimerait bien pouvoir faire des cadeaux plus souvent. Mais voilà, on a voulu faire ce petit geste pour la population de Bora. Poiti, Poinui, Pohere, maintenant Poereva iront partout. Comme ça, tous nos clients auront la possibilité de voir tous nos avions. Et grâce à Poereva, on va pouvoir augmenter notre programme de vol. La première prise en main de l'avion, donc Poereva, c'est très bien passé. Hein. Donc, entre Papeete, Moorea, Bora Bora, donc l'avion réagit comme il faut. C'est un ATS 112-600, hein, comme ce qu'on a déjà dans la flotte. Donc c'est la même interface, le pilotage est exactement le même. Après 40 minutes, retour à Tahiti. Pour Poereva, le nouvel avion de la compagnie Air Moana a effectué 2 autres vols à destination des îles sous le vent ce dimanche pour transporter 250 passagers sur la journée. Qui dirigera la communauté des communes des îles Marquises pour les 6 prochaines années? C'est le duel qui anime l'archipel. Benoît Cauteille pourrait briguer un nouveau mandat face à Joël Frébeau, la candidate du Sud. L'élection est prévue mercredi à Nukuhiva. On fait le point sur les enjeux de ce scrutin. Laure Philibert. Elle célèbre ses 16 ans. Cette année, la communauté de communes des îles Marquises brille par son dynamisme et la qualité des projets qu'elle a menés.
Administrée par un conseil communautaire de 15 membres titulaires et 15 suppléants, elle a pour objet la mise en commun des forces, idées, énergies et compétences de l'archipel. La CODIM renouvellera ses instances mercredi après-midi et c'est Joël Frébeau qui a été choisi par les élus du Sud pour succéder à Benoît Kautey, président de la communauté depuis 2020. Mais ce dernier souhaiterait poursuivre sa mission à la tête du bureau exécutif. Il est stipulé dans le statut de la communauté de communes que tout Hakaiki a le droit de se présenter. Mais sauf qu'il y a eu un engagement moral lors de la constitution de la communauté de communes, de faire en sorte qu'il y ait une présidence tournante. Actuellement, donc, c'est le président de Nukuiva, pour ne citer le maire Benoît. Donc il est naturellement que la présidence reviendrait au Hakaiki du Sud. Ni Joël Frébeau ni Benoît Kautey n'ont souhaité répondre à nos questions face caméra, mais ce dernier ne dément pas l'information. Ce n'est pas la première fois que la CODIM fait face à une telle situation, puisque son premier président, le maire de Ouapou, Joseph Kaiha, s'était lui aussi présenté face à Félix Barcinas, son successeur, en 2014. Ce dernier l'avait emporté d'une voix. Nous n'avons pas les tenants et les aboutissants de cette réunion, mais en tout cas, en amont, les 6 maires qui constituent donc le bureau exécutif de la CODIM devra se réunir donc, mercredi avant les élections. Comptez sûrement pour que la réunion se passe dans les meilleures conditions et la population attend de leurs Hakaiki respectifs de mener des projets communs pour le meilleur de sa population. L'élection du nouveau bureau et du président de la CODIM, initialement prévue au siège à Hiva-Oa, se déroulera finalement à Nukuhiva. Plus peuplé, le nord de l'archipel dispose de 8 sièges, donc 8 voix contre 7 pour le sud. À noter également, Joseph Kaiha, maire de Ouapou, vient d'être élu président de l'ACDOM, l'association des communes et collectivités d'outre-mer. Il représentera l'ensemble des territoires ultramarins jusqu'à la fin de l'année. Le BTP reste l'un des secteurs les plus exposés aux accidents de travail. Le drame mortel de la semaine dernière relance le débat sur la sécurité dans une branche qui a compté plus de 300 accidents en 2025. Alors comment sont contrôlés nos chantiers au quotidien? Les réponses dans ce dossier réalisé par Thomas Chabrol. Le BTP, un secteur d'activité où le risque est particulièrement élevé. En 2025, 319 sinistres ont été recensés. Sur les chantiers, les accidents sont le plus souvent liés à des chutes, des chocs ou encore à la manutention de charges lourdes. Le secteur du BTP est celui qui présente la fréquence la plus élevée en termes d'accidents du travail, donc le nombre d'accidents du travail avec arrêt pour 1000 salariés. Il est à noter toutefois que ce secteur a eu une belle progression, puisque sur ces dernières années, il y a eu une diminution du nombre d'accidents du travail avec arrêt sur le BTP. En 2021, 2 décès ont eu lieu dans le BTP. 1 en 2021, aucun ces 3 dernières années. Mais depuis le début de l'année 2026, la CPS recense 3 accidents mortels, tous secteurs d'activité confondus. La semaine dernière, sur ce chantier à Papeete, un ouvrier a perdu la vie après une chute. Un signal d'alerte pour un secteur où les risques sont omniprésents. Contacté, la Chambre syndicale des entrepreneurs du BTP n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Dans le secteur du BTP, en fait, la particularité, c'est que l'employeur doit évaluer les risques qu'il y aura donc, lors de la phase de la construction. Donc, il y a des risques a priori qu'on peut avoir sur tout chantier, travail en hauteur, manutention des charges. Mais ensuite, il devra adapter les mesures de prévention qu'il va mettre en place sur le chantier réel, puisqu'en fonction des différentes zones de chantier, les configurations ne vont pas être les mêmes, les espaces disponibles ne vont pas être les mêmes, et donc ils devront adapter les zones de cantonnement, la position de la grue, etc. Des contrôles inopinés de la CPS et de la direction du travail rappellent les manquements aux règles de sécurité, parfois suite à un signalement. Nous sommes destinataires de nombreux signalements par jour, nous devons les trier. Notre projet de loi de PI sur le droit de communication devrait nous permettre d'affiner l'analyse de ces signalements pour ensuite mieux cibler les contrôles. Mais nous sommes aussi destinataires des déclarations d'ouverture de chantier qui nous permettent effectivement de mieux cibler les contrôles. Mais les effectifs ne suffisent pas pour couvrir l'ensemble du territoire. La direction du travail ne compte que 8 agents assermentés.
Pour autant, 46 arrêts de chantier ont été demandés en 2024 pour des constructions de maisons individuelles ou des plus gros chantiers. C'est tout ce qui concerne la protection du salarié et donc tout ce qui concerne les conditions de travail au niveau protection collective, effectivement, ou protection individuelle. Mais pas seulement, puisque les agences sont sermentées et contribuent aussi à la lutte contre le travail illégal et donc déclaration, contrat de travail, etc. La sécurité au travail est régie par 9 principes généraux de prévention. Le premier, éviter les risques. Le deuxième, les évaluer, puis identifier les dangers selon les recommandations et mettre en place les moyens nécessaires pour protéger les employés. Sur un chantier, les situations évoluent en permanence. Plusieurs entreprises peuvent intervenir en même temps, ce qui complique la gestion des risques. Sur les gros chantiers, ce qu'il y a également, il y a un rôle complémentaire qui existe, c'est le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé qui est là justement pour coordonner les interventions des différents corps d'État, des différentes entreprises qui vont intervenir sur le chantier, soit de manière simultanée, soit successivement. Et donc c'est bien de phaser en fait les interventions des unes et des autres. Pour se protéger, les ouvriers doivent porter des équipements de protection individuelle, casques, gants, lunettes ou encore masques selon les manœuvres. Des garde-corps ou des systèmes de sécurisation des zones en hauteur existent aussi. Ce sont les équipements de protection collective. Malgré la baisse du nombre de sinistres dans le BTP depuis 2021, certains points restent sensibles, notamment la manutention en hauteur ou la coordination entre les entreprises. Précision importante avant de poursuivre, selon les chiffres de la CPS, on dénombre 2 décès accidentels en 2021 et 1 en 2022. Direction la presqu'île à présent, à Tautira, terre de champions de Va'a, on prépare la relève. L'école Tautira Kids accueille les jeunes du village pour leur transmettre la passion de la rame. Plus qu'un club, c'est une véritable école de vie et un rempart face aux dérives de la rue. Heiroa Tuahu a rencontré sur place ses futurs champions. C'est sur ce plan d'eau légendaire, considéré comme le berceau du Va'a, que tout commence. Ici, le club Tautira Kids ne se contente pas d'enseigner la technique. Depuis son officialisation en août 2025, l'association porte une mission, redonner au village ses lettres de noblesse dans le circuit V1. L'idée, elle est plus venue de mon chéri, Toutari, qui a voulu créer une relève de figures sportives. Juste après eux, il n'y a plus personne en fait qui représente Tautira dans le Va'a. Donc on a voulu créer cette petite relève avec les jeunes de Tautira. C'est quand même le berceau du Va'a ici, donc c'était important parce qu'on aime ça, on est passionné de ça et puis on a envie que ça perdure en fait dans le temps, quoi. Une passion qui a nécessité un effort collectif. Au départ, il a fallu improviser, emprunter à droite et à gauche dans le village, mais très vite la solidarité a pris le relais. Aujourd'hui, les 30 athlètes du club sont portés par des parents qui ont accepté de s'investir pleinement. J'aime ce sport. J'aime pratiquer de la rame et c'est top. Je rame que devant et avec mon papa, je rame dehors aussi. Ce que j'aime bien, c'est aller dans l'eau et de ramer avec mon coach. Et quand vous venez à l'entraînement, c'est quoi que vous aimez le plus ici? Surfer. Mais au-delà de la compétition et du plaisir de la glisse, le club joue un rôle de sentinelle. À Tautira, l'ombre du trafic de stupéfiants plane aussi sur les quartiers. Pour Chloé, la pirogue est bien plus qu'un sport, c'est un outil de sauvetage social. Je ne vais pas te mentir, c'est un peu le but aussi de la création de Tautira Kids. C'est pour éviter que nos jeunes, on sait qu'il ne faut pas se cacher que le fléau aussi de là, il est ici à Tautira. Et nous, on a voulu les mettre sur le bon chemin. Donc on sait, on croit que le sport peut apporter un plus et peut leur mettre sur le bon chemin. En seulement 1 an, les résultats sportifs sont déjà là. Mais la plus belle victoire de Tautira Kids reste humaine. Avoir réussi à transformer ces 30 jeunes en une équipe soudée, prête à affronter la mer et les défis de la vie. On reste à Tautira pour l'anniversaire de Rapa Atea. L'entreprise offrait hier des initiations à la navigation traditionnelle, des nœuds marins aux sorties en mer. L'objectif était de réveiller la mémoire collective des plus jeunes pour que la pirogue à voile redevienne une évidence aux Fénois. Léa Gugelman.
Voile au vent et coque couverte de fleurs, la pirogue à voile Rapa Atea fête sa première année de navigation. Au programme, découvrir le Va'a, apprendre à faire des nœuds marins, se sensibiliser à l'océan. De nombreuses associations étaient présentes pour animer des ateliers autour de la mer et la navigation traditionnelle. C'est l'anniversaire d'une entreprise familiale située ici à Tautira. Du coup, pour nous, c'est important aussi pour pouvoir promouvoir, on va dire, la culture traditionnelle et tout. C'est notre identité, c'est qui on est en tant que Maori. On est un peuple de navigateurs, donc c'est quelque chose qu'on voudrait que ça redevienne normal, mais c'est quelque chose qu'on a toujours fait. Donc on est arrivé sur nos îles en Va'a, et donc aujourd'hui de reparler de ça, on voit chez les enfants cette mémoire collective, parce que dès qu'ils viennent, dès qu'ils touchent, dès qu'ils font les mots, les ateliers, les nœuds, tout ça, ils savent déjà faire. Tous à bord. Après la théorie, place à la pratique. Petits et grands ont pu ramer et découvrir ou redécouvrir la pirogue à voile gratuitement. L'objectif, c'est sûr, c'est de faire naviguer le plus de personnes possible, les enfants, les moins jeunes, pour faire vraiment découvrir la navigation traditionnelle qui a été un peu oubliée, la pirogue à voile. Donc c'est ça un de nos objectifs aujourd'hui. Et voilà, c'est surtout pour ramener à la population de Tautira et ceux d'ailleurs, pour qu'ils puissent aussi découvrir l'activité et en apprendre plus sur l'océan avec les ateliers. Une journée de célébration ouverte à tous à Tautira, le berceau du Va'a. Une occasion unique de renouer avec les savoirs traditionnels et l'amour de l'océan. C'est ainsi que se referme l'actualité de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain pour nos prochaines éditions du week-end. Mais restez avec nous. Oriano Tefao prend le relais. Yaurana, Oriano. Yaurana Bemiti, merci pour les infos de ce soir. On te laisse regagner ta salle de gym. Quant à nous, on se met en mode action ce soir avec de la lutte, de la natation, de l'athlétisme, des sports collectifs. Et on sera en immersion avec la MEO Va'a avec notre invité François Derbecourt. Pas de temps mort, pas de pause, place au sport. Et tout le week-end, les tapis de la salle Makonena ont vibré au rythme de la lutte. Plus de 130 athlètes étaient engagés dans cette deuxième journée de présélection en vue des Jeux de 2027. Un rendez-vous clé pour se positionner et surtout pour se sélectionner. Regardez. En lutte libre, les combats s'enchaînent et les profils surprennent. Sur les tapis, certains viennent de la glisse comme Neinoa David, spécialiste du surf, capable de s'adapter au combat. Changement de catégorie, gestion du poids, stratégie, chacun doit trouver des solutions pour rester dans la course. C'est devenu un peu complémentaire pour nous les surfeurs. Quand il n'y a pas de vague, de rien faire. On va à la salle. On a beaucoup de surfeurs comme Lorenzo, Michel Bourezma, c'est les exemples pour nous. Ça nous maintient en forme toute l'année. Chez les lourds, Teiki Nauta s'impose en moins de 125 kg au thème d'une journée maîtrisée. Contraint lui aussi de monter de catégorie, il a su ajuster sa stratégie face à une adversité solide. Une victoire arrachée malgré une blessure encore en rééducation. Pour mon épaule, mon genou et mon bas du dos, dû à mon accident de la route l'an dernier. Actuellement, je suis en rééducation depuis 6 mois, 6 mois maintenant. Du coup, voilà, j'essaie de revenir au top et d'être au point pour les Jeux du Pacifique. D'autres champions de la journée comme Veiteho Tsinasek ont également répondu présent. Malgré un physique parfois entamé, ils restent efficaces et vont chercher la victoire. On était un peu malade aujourd'hui, du coup le physique pas au top. Heureusement les copains présents pour bien pousser. Et voilà, merci à toute la team Tearo MMA et merci à Teiki Nauta aussi qui m'a bien poussé aujourd'hui. Car sur les tapis, l'expérience se construit aussi face à plus fort. Oui, je pense que c'est bien pour nous, pour évoluer, pour de gagner de l'expérience. Il vaut mieux combattre des champions que des combats de nuls. Présent sur place, Thierry Bourdin, cadre technique de la Fédération française, observe et analyse les lutteurs. Un défi clair, élever le niveau en vue des Jeux du Pacifique. Le maximum de médailles d'or. La médaille d'argent ne m'intéresse pas en fait. C'est la médaille d'or qu'il faut. Il faut qu'on finisse première nation. Enfin, je me mets dans la Polynésie, mais il faut tout arracher en fait. Il faut prendre le maximum de médailles d'or. Et il y a du travail ? Il y a du travail, mais sans travail, il n'y aura pas de médaille. Une préparation qui s'intensifie où chaque combat compte déjà dans la course au jeu.
Et les meilleurs nageurs du Fénois avaient rendez-vous à Tipperary ce week-end. Les championnats de Polynésie de natation ont réuni l'élite locale entre le chasse au titre, record personnel et qualification pour les échéances nationales. On plonge tout de suite au cœur de la compétition. Nage au CNP, DOT Vido. Elle enchaîne les courses et les titres. DOT Vido affole les compteurs au championnat de Polynésie de natation. Entre vendredi et samedi, la nageuse du CNP décroche déjà 4 titres de championne. Elle se permet aussi de battre le record de Polynésie du 100 mètres d'eau, détenu depuis plus de 30 ans par Diane Lacombe. Le record de Polynésie sur le 100 mètres d'eau et ça s'est bien passé. Je m'attendais à le faire. J'étais déjà pas loin il y a quelques années, mais bon, j'ai arrêté de faire du dos et là, je savais que j'allais le faire, quoi. C'est costaud, mais ça prépare aussi moi pour mes championnats, etc. Parce que je nage quand même beaucoup de courses. Et ouais, c'est de la répétition, donc c'est forcément bien, quoi. Dans la famille Vido, Sosten suit le rythme de sa sœur. 3 titres de champion pour lui et des records personnels battus. L'objectif là sur ces championnats de Polynésie, c'est d'aller chercher le maximum de médailles. Donc je me suis engagé sur 12 courses, il me semble. L'objectif, c'est de répéter en fait des courses à haute intensité et me préparer pour les Océanias là, qui arrivent dans un mois. Ouais, en forme, là on revient d'un gros stage et une belle compétition en Australie et en Nouvelle-Zélande. On travaille et je pense que ouais, aux Océanias ça va nager vite. Dans le sillage des leaders de la natation polynésienne, de jeunes espoirs s'illustrent aussi. C'est le cas par exemple de Nahirehau Yun Teaurua. Le nageur de 14 ans prend la 3e place du 400 mètres 4 nages et grâce à un chrono de 4 minutes et 53 secondes, il valide une qualification pour les championnats de France. C'est une bonne compétition entre de plus en plus d'adversaires. Pour le 404, ça s'est bien passé. J'ai pu décrocher une qualif en 404 nage pour le championnat de France junior en juillet, me semble. Après les championnats de Polynésie, les meilleurs nageurs du Fénois enchaîneront entre le 8 et le 13 mai à Fidji avec les Océaniens de natation. Et direction le stade de Punaru était organisé samedi, la 2e journée du challenge équipe athlée et le meeting de préparation pour les Océaniens. L'occasion pour les 17 athlètes de la sélection tahitienne de s'évaluer avant de s'envoler pour l'Australie le mois prochain. Le reportage de Désiré Tebao. Caroline Combet disputera à Darwin ses premiers Océaniens. Si elle remporte son 100 mètres sur la piste de Punaru, la jeune sprinteuse se dit encore loin de son meilleur niveau. Aux Océaniens, son objectif sera d'abaisser ses chronos sur 100 et 200 mètres. Je suis pas très fière, on va dire. Ouais. Parce que déjà, on n'était que 2. Et en plus, ça faisait 2 mois que je m'étais pas entraînée. Et même, on m'avait vu que, on peut voir que sur les starts, mon départ, il est très lent. Je suis pas à bloc. Je suis pas à rapide. Du coup, mais pour une reprise, on va dire que c'est bien. Objectif là-bas, c'est de faire quoi? Gagner mes RP, faire des RP plus grands. Et aussi découvrir, parce que c'est la première fois. M'amuser surtout. Dans le clan tahitien, Hinavei Janiko sera l'une des athlètes à suivre aux Océaniens. Pour ce meeting à Punaru, la jeune espoir est venue se tester sur le 400 mètres et aux côtés de Melvin Sela. Il y avait beaucoup de vent et la température aussi, il fait carrément chaud. Du coup, tes objectifs là-bas, ça sera quoi? Ce sera de battre mon record, le record de Polynésie, essayer de descendre en dessous de 64-72. Et pour toi, Melvin, tu fais quoi? Moi, je vais faire aussi du 400 et du 400. Et je vais essayer de passer en dessous de 56 si j'y arrive. Au saut à la perche, Alia Adams ne sera pas du voyage à Darwin, mais ce meeting lui a permis d'établir un nouveau record personnel à 2,80 m. Son objectif, les Jeux du Pacifique l'année prochaine au Fénois. Aujourd'hui, j'ai eu de bons ressentis comparé à mercredi où j'étais un peu moins bien en forme, mais ça a porté ses fruits. J'ai fait 2,80 m. La dernière compète, j'avais fait 2,70 m et là, j'ai amélioré de 10 cm. Et tu disais le record de Polynésie, il est à 20 cm. J'imagine que tu as envie de le battre? Ouais, là j'ai été prête, j'ai frôlé la prochaine fois. Les athlètes polynésiens s'envoleront le 15 mai pour l'Australie. Les premières épreuves débuteront à Darwin le 18 mai. Allez, tout de suite, le reste de l'actualité sportive en bref et en images. Tautua Dauphin a remporté hier à Angers son 8e combat chez les professionnels. Opposé à un boxeur colombien, le Tahitien s'impose par décision des juges après 8 rounds très disputés. Et c'est au son des Toérés que Tautua Dauphin a fêté son nouveau succès. Le Polynésien est très actif depuis le début de l'année avec déjà 4 combats disputés en 6 mois.
La Matahari Surf Ski Race a fait honneur à son nom. Une course pour tous les amoureux de la glisse avec sur la ligne de départ des VAA, des kayaks et des stand-up paddle. Un parcours avec énormément de surf entre la passe de Taoné et la passe de Tapuna pour le plus grand bonheur des participants. Au thème d'une course parfaitement gérée, Nater Sommer s'impose chez les dames devant Veimiti Maoni. Keoni Sulpice remporte la victoire chez les hommes devant Revik Tongsing et Tuté Arihuatua. Je suis sorti premier au départ, j'ai travaillé jusqu'au surf. Je suis arrivé en tête dans les vagues et après je suis resté devant aux alentours des premières, deuxième, troisième places. J'ai tenté ma chance, je suis parti et c'était pour moi c'était ça passe ou ça casse. Du coup j'ai tenté et j'ai bien fait. Je passais souvent à côté en senior, souvent deuxième, troisième dans le top 5 et ça me tenait à cœur de remporter au moins une première fois et ensuite pouvoir travailler pour la suite. Mais du coup, être très content. De la vitesse et du show hier à Aroué sur la piste de BMX de Feipi. Les meilleurs pilotes du Fénois étaient réunis pour le championnat de Polynésie de BMX. Un format simple, 3 manches qualificatives et une finale pour chaque catégorie. Chez les plus jeunes, le vice-champion du monde Kalani Helm confirme sa suprématie et s'impose chez les U11. Son cousin Einoa Helm est lui sacré chez les U13. Dans la catégorie reine, c'est Kejitsan qui remporte le titre tant convoité de champion de Polynésie. Et on change de configuration, on passe en équipe. Et pour lire entre les lignes du jeu collectif, Hoanui est avec nous. Yorana Hoanui. Yorana Oriano, Yorana à vous tous ce soir. Alors on commence avec du rugby féminin. Les filles nous ont montré ce week-end qu'elles aussi savaient marquer des essais. Exactement Oriano, le rugby féminin touch prend de l'ampleur au Fénois. Vendredi soir au stade de la Puna où ils ont accueilli le premier tournoi officiel féminin de l'année, réunissant 3 clubs de Tahiti, tous déterminés à faire progresser la discipline. Une soirée qui a tenu toutes ses promesses. Retour sur ce tournoi dans ce reportage. Vendredi soir, le stade de la Punaru a accueilli le tout premier tournoi officiel féminin de rugby touch. 3 clubs engagés, Aroué, Punawia et Paea. Une soirée placée sous le signe du jeu, mais aussi de la progression pour des équipes encore en construction. Il y a beaucoup de filles qui commencent le touch, donc moi je suis super fière des filles et de l'équipe. Les entraînements ça paye. On a réussi à communiquer, à rester lucide malgré la fatigue. Et non, franchement super fière. En plus on a pu faire un tournoi 100% féminin et pour moi ça c'est une victoire. Sur le terrain, les rencontres ont tenu leurs promesses avec de l'intensité et de la vitesse. Mais malgré l'engagement, quelques ajustements restent nécessaires selon les joueuses, notamment du côté de l'arbitrage. Premier match contre Aroué, ça s'est plutôt bien passé. On a un petit problème d'arbitre, il faudrait plus de gens formés sur l'arbitrage parce que du coup ils sont plusieurs à arbitrer et ça fait un peu des cafouillages. Deuxième match contre Paea, c'était 1-1, un peu plus appuyé mais une très bonne dynamique, beaucoup de vitesse. Au terme des 3 rencontres, c'est le club de Paea annoncé favori qui s'impose. Un nul face à Punawia et une courte victoire contre Aroué auront suffi pour décrocher cette première victoire. On n'a pas inventé notre jeu, on a joué notre jeu à nous. On a plus appliqué par rapport au premier match et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Et quelles sont les choses à améliorer pour la suite? Le physique. Il n'y a que ça, le touch c'est très physique. Le jeu en lui-même, je pense que mes filles elles ont, mais le physique il faut retravailler tout le temps. Un premier tournoi encourageant pour le rugby féminin qui ne demande qu'à grandir. Prochain rendez-vous le 29 mai, cette fois sur la pelouse de Paea pour la suite de la compétition. Et ce week-end, place également au football avec les quarts de finale de la Coupe de Polynésie. Une affiche était très attendue entre l'AS Dragon et l'AS Stéphana dans une très grosse ambiance en tribune. Dragon contrôle le match et ouvre le score à la 35e minute grâce à Makalouk Sowi. Les joueurs de Titioro pensent alors tenir l'exploit, mais dans les toutes dernières secondes du temps réglementaire, c'est Viritua Tiaho qui arrache l'égalisation sur un corner, faisant exploser le public. Direction finalement les prolongations où les joueurs de Tefana font la différence à la 113e minute. Yanis Dim Etang inscrit le but de la victoire et envoie son équipe en demi-finale au thème d'un match complètement renversant. Voyons ensemble tout de suite les autres résultats de ce week-end avec les quarts de finale de la Coupe de Polynésie. Comme nous l'avons vu donc, Dragon s'est incliné 1-2 face à Tefana. Pire est lui imposé sur le score de 7-0 face à Excelsior. La performance de ce week-end vient à Mira de Moria qui s'impose sur le score de 10 buts à 1 face
à Tiare Hinano. Et enfin, la surprise de ce week-end revient à Tiare Tahiti qui s'impose sur sa pelouse de Afreitu 3-0 au tir au but face à Pueu. Nous allons donc retrouver un dernier carré avec 2 équipes de Tahiti et 2 équipes de Moorea. C'était donc tout pour l'actualité des sports collectifs de ce week-end. La semaine prochaine, nous avons le grand retour des courses de pirogue de V6 avec, chez les adultes, la Coupe de l'environnement présentée par l'équipe d'Enviropol et pour les plus jeunes, la mythique course de Eimiho. Et justement, pour en parler plus en détail, je vous passe la main à Oriano Tefo qui accueille, je crois, ce soir un invité très spécial. C'est bien ça? Merci Yoni, tu as tout à fait raison puisque Moorea s'apprête à vibrer au rythme du VA scolaire les 24 et 25 avril. Place à la prestigieuse Eimiho VA, un marathon autour de l'île Sœur avec 9 étapes et 42 km à parcourir. Plus de 30 équipages, 434 élèves venus de Tahiti, des archipels, des structures de sport partagées. Et cette année, la participation exceptionnelle d'un équipage néo-zélandais, une véritable fête du VA scolaire. Et pour nous en parler plus en détail, nous recevons le directeur de l'USSP, François Derbecourt. Yorana François. Yorana Oriano. Alors, cette course est devenue maintenant un rendez-vous incontournable dans le monde du scolaire. Qu'est-ce qui fait sa force aujourd'hui? Alors, sa force, tout d'abord, c'est son héritage, puisqu'il s'agira de la 22e édition. Historiquement, c'était une course qui reliait les établissements de Afreitu et de Popo. Et puis, elle a évolué au fur et à mesure des années pour maintenant être un rendez-vous international et incontournable du VA Long Line, du sport scolaire polynésien. Alors, quel sera le programme pour cet événement? Alors le programme, nous on construit la MEO sur 2 journées, vraiment distinctes mais toutefois assez emmêlées. La première journée concerne en fait le sport partagé et les différents essais et réglages pour ceux qui feront la course du lendemain. Donc je vais revenir sur le sport partagé si tu le permets. Le sport partagé, c'est mettre ensemble des élèves qui sont en situation de handicap et des élèves valides. Donc pour cette année, on aura une 50aine d'élèves, différentes structures, tu en as parlé en introduction. Ces structures seront cette année le Whare Eimanawa, donc le centre Papanui, la fraternité chrétienne, c'est un rendez-vous incontournable également pour eux. Et puis on aura des élèves des ULIS, les unités locales d'inclusion scolaire, de Popo notamment. Et tout ce beau monde sera encadré par les jeunes 4e de l'option VA du collège de Popo. Et ensemble, ils vont essayer de ramer 42 km, tout comme les grands, le lendemain, et puis les autres petits, puisqu'on a 2 catégories pour la course du samedi. La première catégorie, les Pilitaina, on va appeler ça vulgairement les collégiens. Et puis après, les plus grands, donc on a des lycéens, des universitaires, et tu l'as dit également en introduction, des néo-zélandais. Alors justement, on voit des équipes venues de tous les archipels. Et quel est l'objectif derrière cette ouverture? Alors, il y a un impact culturel tellement important pour nous, à nos yeux. Déjà, la découverte, en fait, entre chaque archipel, on est sur des façons de voir le VA un petit peu différentes. L'héritage, il est tellement important, je disais tout à l'heure, sur cette course. Et les échanges sont nombreux, puisque la course va durer à peu près... c'est 9 étapes qui vont de Popo jusqu'à Tem'e. Donc 9 étapes qui vont durer entre 30 et 45 minutes. Donc la course, ce n'est pas que ça, c'est évidemment tout ce qui se passera au milieu, les échanges, les poignées de main à la fin, les sourires, tout ce qui fait la richesse du sport scolaire. Et comment les élèves se préparent à cet événement? Comment ils se préparent mentalement, physiquement? Alors ils vont se préparer toute l'année, c'est un outil puissant pour la persévérance scolaire, contre le décrochage scolaire, puisque en fait pour participer à la MEO et pour pouvoir réaliser une course de 42 km qui va durer plusieurs heures, il faut quand même être évidemment préparé à la fois physiquement, mentalement, socialement. Et puis l'objectif de tout ça, c'est de faire des rameurs, encore une fois, éclairés pour leur avenir, aussi bien au niveau sportif qu'au niveau éducatif. Alors organiser une compétition comme ça sur 2 jours, qu'est-ce qu'il faut en moyens logistiques? En moyen logistique, c'est assez impressionnant. Donc, c'est une machine qui va se déplacer sur tout le tour de Moorea. Effectivement, il y a 434 élèves inscrits cette année. On a 120 bénévoles qui travaillent avec nous. On a 19 bateaux de sécurité, par exemple, qui suivent la course. Et puis, la particularité, c'est que des élèves sont sur l'eau. C'est les équipes A et les équipes B sont dans des grands catamarans de 30 ou 60 places et ils suivent la course. Donc ça fait vraiment une grosse machine. J'aime bien dire que la MEO, c'est une grosse machine. Et on peut également, quand on est spectateur, voir ses élèves. Donc ça, c'est important de le souligner, puisque le lien au niveau de la parentalité est très important également pour nous. Donc les spectateurs pourront voir donc, le sport partagé entre 13h et 15h le vendredi sur la plage de Popo. Et puis sur le programme du samedi, le départ sera donné à 7h.
Il sera, bon, c'est pas une exclusivité, mais c'est une chance de l'avoir pour nous. Il sera donné par la ministre de l'Éducation en Polynésie, donc le départ sera donné à 7h. On peut voir les élèves et les encourager à 6h30 sur la plage de Popo. Ensuite, on a plusieurs étapes. La troisième étape commencera du quai de Papetoai, où là également les spectateurs de Moorea peuvent venir voir et encourager leurs enfants, leurs élèves. Et puis ensuite, à Apiti, la course continue. Et enfin, à Tem'e, avec une arrivée qui est prévue vers 15h20. Généralement, si on arrive à tenir les délais, on sera là vers 15h, 15h20 au niveau de la plage de Tem'e. Merci François, merci pour ces éclairages et bon vent à tous les équipages et rendez-vous à Moorea pour suivre cet événement de voie scolaire. Allez, tout de suite, à 15 mois des Jeux du Pacifique, la préparation s'accélère en coulisses. Toute une organisation se met en place pour assurer le bon déroulement des compétitions. Hier, le comité organisateur a franchi une nouvelle étape avec le lancement de son programme dédié aux officiels techniques locaux. Un maillon souvent discret mais indispensable, nous étions sur place. Dans les jardins de l'hôtel, l'ambiance est studieuse mais aussi conviviale. Autour des tables, officiels, entraîneurs et représentants des fédérations échangent, participent à des ateliers, des exercices de team building. Une première prise de contact pour créer un collectif avant l'échéance. Arbitres, juges, chronométreurs, tous ont un rôle clé. Et pour ces jeux à domicile, le pari est clair, faire monter en puissance les officiels polynésiens. Il faut savoir que sur les précédentes éditions, 90% des officiels techniques viennent plutôt d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Et que parce que ce sont les jeux à la maison, on a tenu à ce qu'on puisse présenter 50% de ces officiels techniques, qu'ils soient des locaux. Et pour nous, ça va changer la donne. Un programme structuré, construit avec les fédérations, qui va s'étaler sur plusieurs mois pour élever le niveau d'exigence et créer une vraie expertise locale durable. Pour les arbitres, l'enjeu est aussi personnel. Veyari Teiarui est arbitre international de taekwondo depuis 2022. Officier à la maison devant son public représente une étape importante dans son parcours. C'est un grand pas pour moi. J'ai toujours voulu participer aux Jeux du Pacifique et ça sera une première en tant qu'arbitre international. Et représenter Tahiti, c'est fort. Dans certaines disciplines, l'enjeu est aussi de transmettre, former la relève, attirer de nouveaux profils, notamment chez les jeunes. Je crois que les pharmaciens, je les ai tous passés. Et donc, voilà, je dois plutôt former d'autres à ma relève. Hein. C'est ce qu'il faudrait. Hein. Donc, j'ai besoin d'autres personnes, des volontaires, s'ils veulent bien le faire. Un travail de fond pour la préparation des Jeux où entre échange, cohésion et formation se construit une autre équipe essentielle à la réussite de 2027. Et ça bouge partout le week-end prochain au Fénois, cap sur Moorea les 24 et 25 avril avec la mythique Mehova où les scolaires vont se défier sur un marathon en pleine mer. Sur terre, les trailers ont rendez-vous samedi. La mission dès 17h pour l'Olympians Trail et côté tatami du judo tout le week-end. Coupe de Tahiti samedi, puis championnat de Polynésie de Taïso dimanche. Clap de fin pour votre grand JT Sport. La soirée continue sur TNTV avec votre série Nounou portée par Boudère. Puis place à Zone Interdite pour votre rendez-vous d'infos. Demain, Sophie Guébel sera aux commandes du JT. Et nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vague de sport. D'ici là, restez en forme et prenez soin de vous. TFC pour vous servir.